Bonjour et bienvenue dans cet épisode de La Relève au micro, un balado de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Je m'appelle Gabrielle Landry, co-directrice du comité de marketing créatif de la JCCM et je serai votre animatrice pour cet épisode. Aujourd'hui, on va discuter du phénomène qu'on appelle la crise de la vingtaine ou le Quarter Life Crisis avec Dr Lara Khalaf et Émilie Lévesque. Bonjour à vous deux, bienvenue dans les locaux de la Jeune Chambre de commerce. Merci d'être avec nous. Merci. Merci, bonjour. Lara, oui. Tu es psychologue et directrice de la clinique de psychologie interculturelle Mind Session. Tu as plus de 10 ans d'expérience clinique auprès d'adultes, d'adolescents, de parents et d'enfants. D'ailleurs, tu parles français, anglais, espagnol et arabe. Bonjour. Bonjour. Émilie, tu es entrepreneur, créatrice de contenu et stratège marketing. Tu as plus de 8 ans d'expérience dans la création de contenu et dans la strat. Tu as un following personnel de plus de 50 000 abonnés sur tes plateformes et tu as également lancé ton entreprise Café Balade, qui d'ailleurs a aujourd'hui lancé sa collection d'automne et qui nous a gentiment amené du café. Alors, merci. On dit jamais non à du café, surtout de torréfaction montréalaise et on aura l'occasion d'en parler très bientôt. Félicitations, puis merci d'être là. Merci de l'invitation. On a un sujet quand même assez charnu aujourd'hui pour notre discussion. On parle de la crise de la vingtaine. On l'appelle peut-être aussi Quarter Life Crisis. On entend plus souvent parler de la crise de, la Midlife Crisis, mais il y a plusieurs gens autour de moi, t'incluant, beaucoup de tes patients aussi, qui vivent un épisode de remise en question à la vingtaine. Et on se porte à se poser la question, comment est-ce que la période de la vingtaine est propice à la remise en question? Qu'est-ce qui fait en sorte que quand on a 20 ans, on dirait que toutes les questions du monde ou toutes les situations possibles nous pèsent sur les épaules? Qu'est-ce qui, selon vous, expliquerait ça? Je te laisserai commencer, clairement. Ça me regarde. Je pense que à la vingtaine, on termine nos études généralement, puis il faut qu'on commence à décider qu'est-ce qu'on va faire de notre vie. Mm-hmm. Et souvent, on commence quelque chose de nouveau, et c'est pas du tout ce qu'on imaginait. Et là, il y a une remise de questions normale qui s'installe, et on devient confondu, et parfois on devient perdu. Surtout si ça s'est décalé de ce qu'on imaginait. La pratique est bien loin de la théorie quand on parle d'études. Effectivement, très loin de la théorie. Et souvent, les études qu'on fait ne nous mènent pas vers la carrière qu'on aimerait avoir ou les choses qu'on aimerait faire au quotidien. De mon côté, j'ai l'impression aussi que tout ce chemin-là est une ligne droite. C'est comme une constante. Tu étudies, tu vas à l'école, c'est précis, puis ça dirige vers un but concret, chose qui, lorsque tu quittes les études, tu te rends compte que tu as l'univers des possibles, puis ça peut faire peur, tu sais. Ça donne un genre de certain vertige de... Premièrement, c'est pas ce que j'imaginais, et deuxièmement, j'ai toutes les options possibles, je sais plus quoi faire, puis je sais plus où aller, il y a personne pour me diriger. Fait que c'est comme un overdose de stimuli, tu sais. C'est intéressant le phénomène le principe de la ligne droite. On m'en a souvent parlé, j'ai souvent senti personnellement que j'étais prise dans ce ouragan-là peut-être de ligne droite en fait. Qu'est-ce qui nous pousse socialement à penser que directement, peut-être après le secondaire, le cégep, on va choisir un baccalauréat, puis ensuite, ça va nous mener à des études professionnelles. Est-ce que vous pensez que de nos jours, puis encore là, c'est pas une question qui a de bonnes ou de mauvaises réponses, mais on dirait que le phénomène de la ligne droite, traditionnellement, jusqu'à très récemment, était prévalent. Donc, très encouragé par nos parents ou la génération avant, la génération des vieux milléniaux, jeunes milléniaux, génération Z. Ouais. On dirait qu'auparavant, il n'y avait pas d'autre option. Il n'y avait que l'option de la ligne droite. C'était la seule qu'on connaissait. C'était la seule qui était disponible. La seule qui menait à quelque chose qui faisait du sens dans la vie ou qui valait la peine. Et maintenant, on a l'impression, spécialement avec les médias sociaux, on a l'impression qu'en fait, on peut aller de tous les sens et de partout et d'en faire quelque chose. Et oui, ça nous donne la liberté, mais parfois, ça nous amène aussi à être débordés. Je trouve ça intéressant, cette dualité-là, parce que moi, effectivement, j'ai été élevée dans un moule, dans une ligne droite, dans
tous mes amis aussi, les gens avec qui je me tenais au secondaire, au cégep, à l'université, avaient une ligne droite en tête puis savaient où ils s'en allaient dans la vie. Dès très tôt, parce qu'on nous pousse à nous poser des questions très tôt sur notre avenir, sur nos choix de cours, même dès le secondaire. J'ai-tu une idée de ce que je veux faire en secondaire 4? Genre, aucune idée. Puis on me demande de choisir si je vais faire mes maths fortes ou mes sciences pour après ça devenir médecin. Je sais même pas qu'est-ce que je vais porter demain puis comment faire un prep dinner. C'est ridicule. On t'en demande trop. Oui, c'est ça. On m'en demande trop quand je sais pas comment faire cuire des pâtes encore, là, tu sais. Mais oui, cette dualité-là, je trouve ça intéressant parce que c'est sûr que je vais commenter considérant que c'est ce que je fais dans la vie, tu sais. Puis j'ai commencé très jeune. J'avais 18 ans quand j'ai commencé à créer du contenu. Puis pour moi, ce genre de versatilité-là, puis cette ouverture-là, m'a toujours plus apaisée. Mais là, je trouve ça un peu ironique de me dire « Ah, mais quand je suis rentrée sur le marché du travail dans une job normale, 9 à 5 après l'université, là, je me sentais débordée d'opportunités puis de qu'est-ce que je fais de ma vie. Mais en même temps, j'ai toujours thrivé dans ce modèle-là d'ouverture puis de me créer ma propre job. Je sais pas. Je comprends. C'est abstrait. Je veux dire, je comprends socialement pourquoi, parce qu'on nous force à poser des choix dans notre vie, mais qu'est-ce qui expliquerait, ou en fait, qu'est-ce qui serait dérecommandé du fait qu'on nous demande de choisir un peu où est-ce qu'on s'en va puis d'enligner notre carrière très jeune quand on a juste 16 ans, au moins. Ouais. Est-ce que de ton expérience ou des patients que tu as suivis qui étaient en introspection dès l'adolescence, est-ce que ça a du sens qu'on nous demande de poser des actions concrètes puis de prendre des choix aussitôt sur notre orientation de carrière? Avec le peu d'informations qu'on a et le peu le peu de formation qu'on donne aux enfants par rapport à qu'est-ce qui leur mène vers quelle carrière, je pense que oui, ça fait pas de sens. Je pense que c'est possible pour quelqu'un à cet âge-là de prendre ce genre de décision, mais il faudrait qu'il soit bien informé. Et je pense que c'est là le problème, c'est qu'on n'informe pas nos jeunes et nos adolescents de à quoi ça a l'air la vie au travail, la vie d'adulte, les tâches. Bien, j'ai l'impression qu'il y a aussi un travail interne qui doit être fait en amont. Tu sais, oui, ces tâches-là, puis de connaître le cursus d'une job, par exemple, d'être un médecin, mais au final, est-ce qu'à 16 ans, j'avais l'introspection puis l'intelligence émotionnelle de savoir si j'étais apte à faire cette job-là? Ou est-ce que tu avais de la pression peut-être de ton milieu, tes amis, ta famille, parce qu'on s'entend. Totalement. Ça peut être très culturel aussi. Oui. Quelles sont les attentes? Est-ce que c'est un phénomène que tu observes aussi, qu'il y a beaucoup d'attentes de notre milieu, de nos amis, de nos parents, comme tu mentionnais, par rapport à cette ligne droite-là? Comment est-ce qu'on navigue à travers ça quand on est jeune? On peut pas parce que c'est... On fait notre possible. C'est ça. C'est très difficile, spécialement pour un ado. Puis si on pense aussi que à Montréal, on est issus de différentes cultures. On a des ados qui viennent de partout dans le monde. Et des fois, il y a même cette différence culturelle qui devient de plus en plus prononcée quand l'ado devient de plus en plus âgé, puis il va avoir une vie autonome, mais il veut aussi être connecté à sa famille. Donc, c'est horrible parce qu'il a l'impression qu'il a besoin de décider entre sa propre vie, sa propre identité, s'adapter au monde actuel et à son environnement actuel, mais en même temps, il ne veut pas laisser de côté sa famille. Donc, ça peut être très déchirant. Et ça reste avec nous jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à la vingtaine, où est-ce que là, on voit que les gens commencent à être de plus en plus conscients de ce décalage entre eux et leur culture d'origine, ou eux et leur famille, ou même eux et leurs amis. Notre identité se cristallise, elle se définit, elle se scinde un peu de non seulement notre milieu, donc notre famille, nos amis, notre culture. On se définit comme individu, mais notre cerveau aussi se développe à la vingtaine. Qu'est-ce qui explique tous ces changements-là? Oui. Bien, à la vingtaine, on continue à développer un peu notre cortex préfrontal. Et là, ça devient de plus en plus développé durant cette période. Et le cortex préfrontal, il est responsable, en fait, pour notre capacité à contrôler nos impulsions, à réguler nos émotions et à évaluer les risques dans la vie. Et bien évidemment, dans la vingtaine, on commence à avoir de plus en plus d'expériences personnelles, des traumas dont notre corps se souvient. Et de là, le risque devient de plus en plus épeurant. Et c'est là qu'on est plus logique
et qu'on est plus conscient et plus peut-être capable de comprendre les choses, mais aussi, c'est à ce moment-là que ça devient plus difficile parce qu'on peut aussi devenir un peu bloqué. Bloqué dans quel sens? Maintenant, je suis curieuse. Bloqué dans le sens qu'on peut commencer à avoir peur. On peut commencer à avoir peur des risques et les risques, ça fait partie de la vie, tout de même. Ouais. Comment est-ce que tu l'as vécu, toi? Est-ce que, biologiquement parlant, avec toute cette information-là, est-ce que, en prenant du recul, tu penses que tu as évalué tes risques différemment parce que tu t'es réorientée? Oui. Mais en même temps, j'ai l'impression que je suis allée vers un chemin plus risqué que pas, tu sais. Le risque était calculé? Je sais pas s'il était calculé, honnêtement, tu sais. En fait, tu sais, moi, ma réorientation s'est passée vraiment difficilement, honnêtement. Là, tu sais, j'ai eu une grosse crise identitaire de qu'est-ce que je fais de ma vie. Raconte-nous. T'étais où? Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, ça faisait 2 ans que j'étais à l'emploi suite à l'université, dans un domaine qui me passionne encore, tu sais, qui est le marketing, les communications. Je travaillais dans ce domaine-là, mais je voulais évaluer d'autres options. J'avais toujours derrière la tête cette idée d'entreprise-là qui est maintenant mon bébé, tu sais. Mais je l'avais mis en plan en me disant que ça allait être un projet de retraite. Honnêtement, c'était ça dans ma tête. J'étais comme, ça va être un projet de retraite. Jeune retraite, que ça me tente d'avoir un projet de passion. Tu sais, pour moi, c'était pas un risque qui était justifiable avant que j'aille assez de capital pour être capable de me lancer là-dedans, tu sais. Puis, à un moment donné, j'ai juste explosé, je sais pas pourquoi. Honnêtement, j'étais juste plus capable. J'avais de la difficulté à trouver une raison d'être, un purpose dans ce que je faisais au quotidien, dans mon 9 à 5. Puis, j'ai juste fait les pour, les contre. Fait que finalement, oui, là, c'était vraiment réfléchi au final. J'y pense, là, j'ai fait un plan de vie, mais tu sais... Est-ce que tu as fait une liste pour et contre dans ton sel? Totalement. Très cartésienne que je suis. J'étais comme, où je me vois dans 5 ans? Où je me vois dans 10 ans? Ouais. J'ai fait une liste, puis tout ce que je nommais faisait aucun sens avec ce que je faisais dans le présent. Fait que j'ai lâché mon emploi. Ça n'a pas été facile. Ça a été excessivement périlleux en termes de challenge et de crise interne. Oui, parce que tu remets en question l'identité que tu t'étais construite. Puis là, tu te dis, bon, ben le moule dans lequel j'évolue, l'identité, ce qui me définit, moi, comme stratège marketing. Un peu comme un cocon, là. Tu sors comme un papillon de ton cocon, puis là, tu voles de tes propres ailes, puis tu décides d'aller à la prochaine étape. Exact. Puis c'était tellement facile pour moi avant de me présenter. Tu sais, bonjour, je m'appelle Émilie, je travaille en marketing, je fais ça dans la vie, j'ai 25 ans. Là, c'était comme, qu'est-ce que je dis, honnêtement? Puis, tu sais, les questions que les gens posent en vie, c'est « Salut, c'est quoi ton nom? Tu fais quoi dans la vie? » C'est automatiquement la deuxième question. Moi, je savais pas ce que je faisais dans la vie, puis je savais pas non plus où je m'en allais avec tout ça, tu sais. Fait que ça a été vraiment difficile. Il a fallu que j'apprenne à être moi sans un chapeau de carrière, ce que j'avais jamais appris, puis que je suis une personne qui se définit beaucoup par son travail. Fait qu'il y a eu beaucoup de layers que j'ai dû débâtir. Puis ça a été... ça a été vertigineux, parsemé d'anxiété. Mes premières crises de panique sont venues de ça aussi. C'était le fun. Je pensais que j'allais mourir, tu sais. Mais voilà. Mais félicitations d'avoir pris le saut. Puis avec les réseaux sociaux, j'ai l'impression qu'on montre souvent que le positif. Mais c'est une expérience... Moi aussi, j'ai eu une crise de la vingtaine, ou en fait, j'ai une crise de la vingtaine perpétuelle. Je me mets énormément en question, beaucoup d'introspection. Mais t'es pas la seule. Je l'ai vécu. Tu le vois au quotidien avec des adolescents, des jeunes adultes, des parents même, probablement. C'est pas une anomalie, là. Non, c'est pas une anomalie. Puis c'est un processus normal et nécessaire, à mon avis. Moi, j'ai vécu plein de crises aussi. J'en vis tout le temps. Puis c'est des crises existentielles, en fait. Et avant, on les avait beaucoup quand on avait le midlife crisis, parce que c'était le moment où est-ce que les enfants partaient, les parents commençaient à vieillir, puis les gens commençaient à se dire « Oh my God, je vais mourir. » Puis qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Puis là, il y a une crise existentielle. Mais heureusement qu'il y a cette crise existentielle. Là, on la vit plus tôt parce que nos responsabilités viennent plus tard. Donc, on est quand même dans une phase où est-ce qu'on n'a pas énormément de responsabilités et où est-ce qu'on est exposé aux médias. Donc, on voit que notre vie est courte et on voit qu'il y a plein d'opportunités. Et là, on commence à se remettre en question. Et c'est une bonne chose. Et c'est une chose normale, c'est une étape normale. Et je pense que la difficulté, c'est qu'on la vit mal, en fait. Ouais. Comment mieux la vivre, tu sais? Parce que
ben, phase 1 de ma question. Phase 2 de ma question, c'est... Tu sais, je pense que c'est important de... Je veux pas sonner comme si j'ai conquéri cette crise existentielle-là. Là. Tu sais, là, j'ai lancé mon entreprise, c'est le fun. Je suis vraiment contente. J'apprécie mon quotidien. Est-ce que je vis pas une autre crise existentielle sur plein d'autres facettes? Totalement. Là. Tu sais, honnêtement, je m'en venais ici pour enregistrer ce podcast-là, puis j'étais comme... J'ai vraiment un syndrome d'imposteur parce que je serais clairement pas la bonne personne pour dire. Alors, mes conseils pour vivre la crise existentielle de la bonne façon, c'est ça. Réalistement, je la vis encore, là, tu sais. Mais je pense que la crise de la vingtaine, puis c'est intéressant ce que tu disais parce que j'ai l'impression d'une certaine façon que notre génération perçoit un peu la trentaine comme étant la nouvelle vingtaine. Oh my God. J'ai l'impression que j'ai perpétuellement peut-être 20 ans. On dirait que justement... Ben moi aussi. J'adore. On dirait que tout est décalé par rapport à, par exemple, avoir des enfants, à settle down, comme on dit, à trouver une job qu'on se verrait peut-être faire pendant plusieurs années. Alors, je vois peut-être plus la crise de la vingtaine comme étant une montagne, mais qui a plusieurs sommets. Puis je pense que peut-être la première introspection, la première fois qu'on se remet vraiment en question, ben c'est comme le plus gros sommet que tu montes, mais c'est clairement pas le dernier. C'est une remise en question constante. Ouais. Mais ça arrête quand, tu sais, quand est-ce que ça termine? Parce que moi, j'ai hâte. Est-ce qu'on... Mais c'est une très bonne question. Puis en fait, je pense que ça se termine jamais. voilà. Mais encore une fois, heureusement. Parce que dès qu'on arrête de se remettre en question, c'est, à mon avis, le moment qu'on arrête d'évoluer. C'est le moment qu'on arrête de se questionner sur qu'est-ce qui me rend heureux, où sont mes valeurs à moi, qui est-ce que je veux être, qui est-ce que je suis. Ouais. Et c'est des questions très importantes. Et elles peuvent être douloureuses, mais avec la douleur vient la mobilisation. C'est vrai. Puis si on peut bien s'installer là-dedans, dans cette douleur, dans cet inconfort. Dans cet inconfort, exactement, dans ce syndrome d'imposteur. Ouais. On est tous des imposteurs. Je pense que notre génération, justement, a moins peur de voir qu'il y a différentes possibilités qui s'offrent à nous. On a moins peur de prendre un risque. Je pense que c'est comme tu le disais. Oui, tu as fait une liste pour et contre, tu t'es fait un plan, peut-être 5 ans, 10 ans, peu importe, mais à la fin de la journée, on a tellement de possibilités qui s'offrent à nous dans l'ère de la mondialisation, de la globalisation. J'ai l'impression, est-ce que c'est propre à notre génération? Moi, je le sens, que peut-être notre génération, on a moins peur de prendre des risques. Moi, j'ai pas peur de pas avoir de job. J'ai pas peur de sauter d'une job à l'autre. Ce que j'ai peur, c'est de perdre du temps dans un emploi qui est vraiment pas lié avec mes valeurs. En ce moment, mon struggle, c'est... J'ai lancé mon entreprise, je suis vraiment contente, mais là, ma balance de vie est dégueulasse, là. Puis je comprends que ça vient de lancer, fait que c'est beaucoup de travail, mais au final, là, je me pose la question, ben, c'était-tu mieux le 9 à 5? Parce qu'au final, je pouvais aller voir mes amis, puis la vie avait plus un sens que d'être derrière un écran de 10 à 10. Là, est-ce que tu préfères opérer par passion intensément, puis d'avoir peut-être une balance vie, conciliation travail? Exact. C'est fait que ça, c'est ma nouvelle question, la gang. On va y répondre peut-être éventuellement. Dans la saison 2. Si sur la saison 2, je vais revenir, puis je vais vous dire si j'ai répondu. Mais on parle de pression sociale, et traditionnellement, et on le vit encore, la pression sociale, c'est de se marier, d'avoir un bon boulot, d'être stable dans la vie, d'aller aux études. Mais en ce moment aussi, il s'installe une autre type de pression sociale qui est un peu à l'autre bout de l'extrémité, à l'autre extrême. Puis c'est le fait qu'on valorise l'entrepreneuriat, on valorise la prise de risque, on valorise cette idée de liberté. J'ai pas besoin de travailler, j'ai pas besoin d'argent, j'ai pas besoin de copains ou de copines ou de mari ou d'enfants. Comment on fait la balance de tout ça? Ouais. C'est difficile parce que justement, il faut pouvoir, d'une manière ou d'une autre, se distancier de tout ce qui vient de l'externe et de se recentrer vers soi. Parce que d'abord, on change, et on change rapidement parfois, et nos valeurs changent, et nos besoins changent. Mais en même temps, on est tous différents. Puis si moi, j'aime la stabilité, ça ne fait pas de moi... Je ne devrais pas avoir honte de ça. Et si moi, j'aime le risque, je ne devrais pas avoir honte de ça. Ouais. Et à un moment donné, ça va changer. Puis il faut que je puisse aussi accepter ça. Moi, je sais que ça a été très difficile à un moment donné où est-ce que moi, j'ai toujours pris des risques. J'ai toujours fait des choses incroyables. Et à un moment donné, j'étais fatiguée de ça. Puis je commençais à valoriser la stabilité. Mais j'avais l'impression qu'il
qu'il y avait une partie de moi qui mourait un tout petit peu. Ouais. Puis il y avait un deuil à faire, puis ça m'a pris du temps pour faire ce deuil. Et ça peut être difficile aussi. Est-ce que tu sens qu'éventuellement, tu vas peut-être venir à un moment où tu vas peut-être plus vouloir te poser, mais là, tu viens de lancer ton entreprise. Donne-toi un 2. Donne-toi un 2, tu as le vent dans les voiles. Totalement correct si en ce moment, tu es sur l'adrénaline. C'est-tu une séance de thérapie, ce que je t'en dire? Je pense collective. Non, mais sincèrement, effectivement, mais je me reconnais beaucoup dans qu'est-ce que vous dites en termes de... Je pense que c'est le travail d'une vie de se reposer, de toujours se remettre à l'intérieur de nous, puis d'avoir l'introspection de est-ce que c'est ce que je veux, c'est quoi mes valeurs, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui allume une petite étincelle en moi, puis c'est difficile parce qu'effectivement, souvent, ça change beaucoup. Puis dans un moment où, dans mon 9 à 5, je me dis c'est plus ça, là, je suis à l'autre extrême, puis je me dis c'est peut-être pas ça non plus. Fait que c'est de se recentrer, mais c'est vraiment difficile, je pense, de prendre un moment dans ce rythme de vie-là effréné pour se poser la question qu'est-ce qu'on veut, surtout quand tu mentionnes qu'il y a des extrêmes de plus en plus marqués, puis qu'il y a encore plus d'options qu'avant. On se mariait, on avait des enfants, on avait une job, puis c'était ça, tu sais. C'était-tu plus simple, au fond? Je sais pas. Mais c'est très personnel parce que j'ai plusieurs amis qui, eux, justement, fonctionnent très bien dans ce mode de vie-là, dans le sens où ils ont suivi des études, ils ont ensuite fait directement la profession qui était reliée à leurs études, puis pour le moment, ça va très bien. Peut-être qu'ils vont avoir une crise de mi-vie après. C'est peut-être ça qui pas sérieux, mais... Peut-être qu'ils vont se remettre en question, peut-être qu'ils vont se réorienter ou avoir un nouveau hobby. C'est à ce moment-là qu'ils le verront, mais c'est vrai que c'est très individuel. Il faut vraiment être à l'écoute de soi-même. Puis, tu parlais de crise de panique, on s'entend, ça arrive. Ça m'est déjà arrivé moi aussi dans ma réorientation. Comment est-ce que tu t'es recentré sur toi-même? Comment est-ce que tu as navigué à travers ton identité, puis tu étais capable ensuite de trouver tes repères pour ensuite te propulser, puis toi, lancer ta propre compagnie? Puis on s'entend, c'est ce que tu as décidé de faire, mais pour d'autres personnes, ça pourrait être réorientation professionnelle, retourner aux études, changer d'employeur, ça pourrait être prendre une année sabbatique, ça pourrait être n'importe quoi. Toi, qu'est-ce qui t'a mené à cette prise de décision-là? Retourner aux études. Non, sincèrement, après, tu sais, je me rappelle avoir donné ma démission puis avoir un mois où je continue à travailler pour l'entreprise. Puis c'est là que les crises de panique ont commencé. Plus ça avançait. Puis j'étais pas capable de savoir. En fait, c'était la première fois de ma vie que je faisais des crises de panique. Fait que je savais pas que c'était ça que je faisais, jusqu'à temps que je réalise que c'était probablement lié, puis que plus la date de ma dernière journée avançait, plus ça allait plus, tu sais. Puis ma réponse à ça aurait été de me réinscrire à l'école, sincèrement, juste parce que j'avais besoin d'un cadre, j'avais besoin de retourner dans la ligne droite. Je me suis pitchée, puis j'étais comme « Ah non, je suis pas sûre », fait que je suis retournée à l'école pendant 1 an. Puis ce 1 an-là a été agréable, long et pénible. Agréable parce que c'était le fun de Est-ce que c'était un certificat? Tu as terminé Non, j'ai un fait an? une maîtrise. Puis tu as terminé ta maîtrise? Non, j'ai fait une maîtrise d'1 an en accéléré. Okay. Wow. Puis ça a été agréable parce que j'étais dans le domaine qui m'intéresse, mais ça a été long et pénible parce que j'ai réalisé que finalement, je m'étais juste donné un petit coussin de sécurité que ça ne me tentait pas nécessairement de faire, tu sais. J'ai terminé cette maîtrise-là en me disant « OK, là, je suis prête parce que ça fait 1 an que je perds mon temps. » Mais au final, je pense pas que j'aurais été prête à me lancer le lendemain de ma démission, à faire ça. Puis, tu sais, en parallèle de ça, je consultais, j'étais en thérapie à chaque semaine, puis j'essayais de gérer mon anxiété, puis j'ai commencé à bouger plus, à journal, à lire tellement de livres sur l'anxiété, le stress, sur comment faire... Gros travail de développement personnel en parallèle. Oui, j'ai l'impression que ça a été une année tellement charnière pour moi, qu'au final, avec un pas de recul, je pense que ça a été vraiment une belle année. Tu sais, je pense que ça a forgé la personne que je suis aujourd'hui. Cela étant dit, est-ce que je le referais demain? Je pense que je me donnerais un petit 2, tu sais. Ouais, un petit 2, on va prendre un petit 2. Donc, si on est dans le vif d'une remise en question, notre première vraie crise de corps de vie, quels seraient tes conseils pour des jeunes qui vivent des moments difficiles? Le premier, c'est respirer. Et sachez que c'est normal, puis que c'est probablement bénéfique. Sachez que ça ne doit pas se terminer avec un changement nécessairement, mais
que ça vaut la peine de prendre le temps de se remettre en question, de prendre le temps de se questionner et de le faire. On peut le faire avec un professionnel, on peut le faire avec un psychologue, on peut le faire avec un ami ou un membre de la famille à qui on fait confiance, on peut le faire avec nous-mêmes en méditant, en gardant un journal. Mais vraiment, c'est prendre ce temps-là. Puis ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années parfois. Puis c'est pas grave. Ça doit prendre le temps que ça prend. Parce que si on se précipite d'arrêter la détresse et la douleur qui vient avec cette période de remise en question, on risque justement de prendre des décisions qui ne sont pas vraiment en lien et alignées avec ce dont on a vraiment besoin. L'inconfort va être un investissement pour nous du futur. Oui, exactement. Puis Émilie, sachant tout ça maintenant, je sais qu'on n'est pas à la fin de notre période d'introspection, puis elle est peut-être perpétuelle, mais en sachant tout ça, avec le recul que tu as aujourd'hui, si tu pouvais te parler à toi-même quand tu étais à ton plus bas point ou dans le plus gros de ta remise en question, qu'est-ce que tu dirais à toi-même? Je pense sincèrement que je me dirais d'avoir un peu plus d'indulgence envers moi-même, parce que moi, j'ai été vraiment victime de vouloir que ça s'arrête puis de répondre à toutes les questions du monde le lendemain. Mais je pense effectivement qu'avec un pas de recul, il faut plusieurs pas de recul pour avoir du recul, tu sais. Puis je pense aussi que souvent, quand j'étais en période de détresse, quand j'étais anxieuse, quand j'étais à mon plus bas de confiance en moi parce que j'étais perdue, des fois, il y avait comme des petits moments où je me disais, mais c'est beau de sentir aussi profondément, tu sais. De sentir autant. Ouais, de filer autant une émotion. Tellement. Puis, je comprends là, que c'est comme de romancer un petit peu. Non, ça fait partie de l'expérience humaine. Mais ça fait partie de l'expérience. Puis pour vrai, avec un pas de recul, il y a une partie de moi qui se dit que cette intensité-là fait que maintenant, je suis capable de vraiment plus comprendre et avoir plus d'empathie, autant avec les autres qu'avec moi-même. Puis ça me permet d'avoir vraiment plus de nuances à ma personne, à ma personnalité et au choix que je vais prendre. C'est plus tout noir et blanc, tu sais. Chose que, avant d'entrer dans cette phase d'introspection-là, c'était noir ou blanc, tu sais. C'est tellement beau ce que tu dis. Tu es allée à la rencontre de toi-même, même les parties qui n'étaient pas les plus joyeuses. Puis maintenant, tu es équipée non seulement pour show up pour toi-même, pour les autres. Ouais, ça a l'air. Absolument. Puis félicitations. Mais merci, c'est gentil. Puis merci à vous deux pour votre partage, pour vos conseils. On va passer à une section un petit peu plus ludique pour apprendre à mieux vous connaître toutes les deux. Je vais vous poser des questions en rafale qui n'ont pas nécessairement rapport avec la crise de la vingtaine. Parfait. Juste à l'identité en général, par rapport aux femmes que vous êtes. Avant de passer là-dessus, par contre, moi, quelque chose qui m'a énormément aidée, qui m'aide encore aujourd'hui, c'est beaucoup de lectures, beaucoup de podcasts. Puis j'aurais 3 recommandations, puis après, je vais vous demander les vôtres. Donc, 3 livres, en fait. Premièrement, The Defining Decade par Dr. Meg Jay, qui est également psychologue, professeur, qui se spécialise avec des gens qui sont dans la jeune vingtaine. Un livre qui m'a vraiment aidée à définir différentes sphères de ma vie, à remettre en question. Donc, elle a un gros segment, par exemple, sur les relations interpersonnelles, surtout l'amour. Comme jeune femme, comment est-ce qu'on navigue à travers l'amour, justement, quand la trentaine, on l'aperçoit un peu comme la nouvelle vingtaine. On dirait que tout est un peu décalé. Ouais. J'ai adoré ce livre. The White Café par John P. Strelecki. Une grande métaphore, en fait, sur qu'est-ce qu'on veut dans la vie, puis où est-ce qu'on trouve notre bonheur, ou comment est-ce que des fois on est empris de matérialisme ou de l'idée préconçue que les autres se font de nous-mêmes. Donc, beaucoup de belles remises en question dans ce livre-là. Puis finalement, un roman qui est une autre métaphore un peu plus spirituelle. Donc, on la prend vraiment comme on veut, mais L'Alchimiste de Paulo Coelho. Des bonnes recommandations quand même. Pas mal. Évidemment biaisé, mais... Toi? Je peux y aller, oui. Moi aussi, je suis une Capricorne dans l'âme. Fait que quand vient le temps de conquérir quelque chose, je le conquer. Un livre qui m'a beaucoup... En fait, 2 livres qui m'ont beaucoup aidée dans cette période-là, c'est Par amour du stress de Sonia Lupien, qui a été ma bible d'apprendre c'est quoi le stress versus l'anxiété et d'être capable de dénoter, OK, ça c'est de l'anxiété parce que c'est nouveau, parce que ça challenge mon ego, parce que... Bref, ça a vraiment été un outil pertinent pour être capable
de faire ce processus d'introspection-là. Tu le vends bien, je pense que j'en ai besoin. Qui n'est pas nécessairement lié avec la crise de 25 ans, là, mais ça a quand même un lien en général avec comment gérer des tourments internes. Sinon, un livre qui a changé ma vie, c'est When Everything Fall Apart de Pema Chodron, qui est une moine bouddhiste qui parle beaucoup de méditation, d'introspection. Et le livre dit tout, là. When Everything Fall Apart, qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Ça l'a vraiment mis beaucoup de choses en perspective pour moi. Et, dernière chose, un podcast. J'adore le podcast Anything Goes de Emma Chamberlain. My girl. Mais elle a fait un épisode de podcast sur cette crise existentielle-là de la vingtaine et ça l'a, honnêtement, juste tellement bien vulgarisé tout ça. Puis je me sens, ça m'a fait du bien d'entendre quelqu'un d'autre dire ce que je pensais dans ma tête puis je n'étais pas capable de mettre des mots dessus, tu sais. Ouais. Big up à Emma Chamberlain. Toi? Moi, il y a 3 livres auxquels j'ai pensé. Donc, 9 livres. Toutes des livres. Oui, toutes des livres. Mais j'adore les podcasts, par contre. Pas des livres, qu'est-ce que je dis? J'ai oublié Emma, non? On est à 8 livres et Emma, donc tout va bien. Oui, j'aurais pu penser à un podcast, mais je ne l'ai pas fait. Mais les 3 livres auxquels j'ai pensé, le premier, c'est A Man's Search for Meaning de Viktor Frankl. Et c'est un livre qui est quand même intense parce qu'il parle du Holocauste, mais ça parle justement de la quête de sens et de l'importance de la quête de sens pour nous comme humains et comment ça nous aide vraiment à survivre quoi que ce soit dans la vie. Donc, pour moi, j'ai trouvé que c'est un livre qui est très powerful. Ouais. Et l'autre, ça va être un peu... c'est quoi le mot que je cherche? Un peu cheesy. Mais The Magic of Tidying Up de Marie Kondo. Oui! Mais c'est pas parce que j'adore organiser les choses. Does it spark joy? Does it spark joy, c'est ça. Mais pour moi, quand j'ai lu ce livre la première fois, la deuxième fois, c'était moins intéressant, mais la première fois que j'ai lu le livre, je voyais que des métaphores pour la vie. Je voyais que des métaphores pour la vie et c'est là que c'est devenu vraiment très clair pour moi. Does it spark joy? Does it really spark joy? Et quand on est en remise en question, does it spark joy? Et il faut vraiment pouvoir se dégager de toutes les choses qui ne devraient pas être là, en fait. C'est qui sont que du clutter. J'ai l'impression que c'est peut-être ça le travail, c'est peut-être juste de dire OK, ça, j'ai-tu apprécié? Non, j'ai pas aimé. Fait que, tu sais, j'ai pas la réponse à tout, mais ça, c'est un non. Puis de faire des essais-erreurs à tâtons jusqu'à temps que... Puis d'aller vers le bonheur, d'aller vers qu'est-ce qui ressort la meilleure version de toi-même, la version la plus épanouie de toi. Oui, et il y a un moment au début du livre, elle dit, il faut absolument, avant de commencer à organiser, il faut absolument visualiser le type de vie que vous recherchez. C'est quoi, c'est quoi que tu veux vivre quand tu rentres chez toi? Je trouve ça wow, parce qu'on passe beaucoup de temps chez nous aussi. Donc, pour moi... À l'intérieur de soi-même aussi. C'est la personne avec qui tu veux passer le plus de temps, en fait. Oui. Puis je me souviens aussi, à un moment donné, elle parle des socks, les bas? Les bas. Des chaussettes. Elle a toute une affaire, les bas. Elle parle des bas, puis elle dit comment les bas vivent. En tout cas, c'est intéressant. Donc, c'est vraiment C'est quoi la métaphore avec la vie puis les bas? Ben, en fait, non, elle parle des bas comme si c'est des gens, puis elle dit, quand je regarde le tiroir de certaines personnes, puis je vois les pauvres bas, elles sont toutes coincées l'une avec l'autre, je me dis, elles sont tellement inconfortables. Qu'est-ce qu'elle pense de mes bas orphelins? Il y en a tellement, j'en ai perdu que je laisse dans toujours. Ouais, elle dit qu'il faut les jeter, parce que les pauvres, ils sont seuls. Mais oui, mais c'est vraiment hyper intéressant, tu sais, puis le pouvoir de la visualisation aussi, le fait que ce qu'on voit devant nous a un impact sur comment on se sent à tous les jours. Donc, pour moi, je trouvais ça quand même vraiment intéressant. Ouais. J'ai envie d'écouter la série Netflix. Mais c'est pas aussi cool que le livre. Non? Ouais. J'ai lu la série, puis j'étais pas impressionnée. OK, parfait. Mais c'est quand même intéressant. Puis le troisième, c'est A Woman Who Runs with Wolves by Clarissa... quelque chose. Son nom est difficile. Mais The Woman Who Runs with Wolves. Et je suggère aussi aux hommes de lire ce livre. Mais c'est le Woman Archetype. Et c'est un livre un peu étrange aussi, mais ça parle de la femme, de la liberté de la femme, du besoin
qu'on a de On vivre encourage notre vie de absolument façon les hommes à épanouie. lire. Oui, Absolument. Lisez-le, vous êtes le public cible, en fait. Oui. Puis ça parle du woman archetype, mais il y a aussi un man archetype. Et c'est de cette façon, c'est cool. Et toutes les déclinaisons, évidemment, de comment on s'identifie par rapport à soit la féminité, soit à la masculinité. Donc, gros livre à lire absolument sur ma liste. Mesdames, petit segment ludique pour clore le balado. On va faire un jeu de This or That. Ouf. Donc, un ceci ou ça. Je vais vous poser des questions à rafale. Ensuite, Lara, Émilie, vous allez me répondre rapidement. On commence. Créativité ou stratégie, Lara? Créativité. Stratégie. Banlieue ou centre-ville? Centre-ville. Banlieue. Ouh! Film ou série, Lara? Oh, pas là. Série. Série. Télétravail ou bureau, Lara? Les deux. Faut choisir un. C'est pas moi qui fais les règles. En fait, oui, mais... Ben, télétravail, parce que j'aime voyager. Ah, Émilie? Télétravail. Grand réseau ou cercle proche, Lara? Grand réseau. Émilie? Cercle proche. Économie ou voyage, Lara? Voyage. Voyage. Émilie? Bon, voilà. Et merci beaucoup. Ça clôt l'épisode du balado et le segment ludique. Merci énormément d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci remercie tellement sur pour l'invitation, c'était trop le fun. Ah oui, merci, c'était le fun.